Bonjour les 3e A, on se retrouve donc pour cette dernière vidéo de cours à distance pour cette année. On va terminer aujourd'hui l'étude de Matin-Brun. Je vous avais demandé de repérer dans le texte les différentes occurrences, c'est-à-dire toutes les fois où apparaissent des sentiments du narrateur. Alors on va voir qu'il a différentes façons de les exprimer, c'est jamais très très évident, mais on le sent dans son discours, et c'est justement tout l'intérêt de la focalisation interne, et surtout avec une narration à la première personne. Donc on va reprendre ce relevé là ensemble, et ça va nous permettre de faire une petite synthèse, enfin petite, pas si petite, vous allez me maudire, mais une synthèse sur l'étude de Matin-Brun. Alors, on a vu à la fin du texte que on en avait parlé la dernière fois, je n'ai pas dormi de la nuit, j'aurais dû me méfier des bruns dès qu'ils nous ont imposé leur première loi sur les animaux. Après tout, il était à moi, mon chat, comme son chien pour Charlie, on aurait dû dire non. Résister davantage, mais comment ? Ça va si vite, il y a le boulot, les soucis de tous les jours. Les autres aussi baissent les bras pour être un peu tranquilles, non ? Donc ça, c'est le passage juste avant la toute fin. Alors la chute, on en reparlera ensemble, mais déjà, on va aller voir tout ça. Et on se rend compte que, parce que c'est un petit peu la réaction qu'on a en tant que lecteur, à se dire, mais pourquoi il se laisse faire, etc. Et on voit justement, et c'est là tout l'intérêt de cette première personne, qu'il se pose la même question. Et donc on va reprendre depuis le début pour voir qu'en fait on n'y a pas forcément prêté attention à la première lecture, mais il y a beaucoup de moments où il exprime une sorte de malaise, des doutes, des choses, en fait, une sorte de pressentiment, mais qu'à chaque fois il va étouffer, tout simplement parce que c'est pas très confortable. Alors on reprend le premier texte, la première page. Hop. Donc, il y en a qu'on avait déjà vu ensemble, mais on va les renoter à chaque fois. Dans cette première page, on a donc au fur et à mesure les différentes interdictions qui arrivent. Ici, c'est Charlie qui a dû faire piquer son chien. Ça m'a surpris, mais sans plus. Et en fait, ce basculement-là, c'est ce qu'on va avoir à chaque fois, c'est-à-dire qu'il y a un pressentiment, il y a un doute, mais à chaque fois, il essaye d'atténuer, il étouffe ce pressentiment. On le voit dans cette deuxième page, alors il y en a pas mal. Mince alors, comme pour les chats maintenant, donc là on voit bien quand même que ça l'embête, puisqu'on a du coup, là c'est quelque chose de rétroactif, avec le retour en arrière, les chats, le mois dernier, j'avais dû me débarrasser du mien, donc ça il le savait, et là il apprend que c'est le tour des chiens. Et puis on avait vu à chaque fois qu'il accepte l'argument d'autorité, c'est vrai que la surpopulation devenait insupportable, ma foi, un chat c'est un chat. Alors là vous allez me dire, mais c'est pas vraiment des sentiments, sauf que c'est à travers le discours, les mots qu'il utilise, qu'on va comprendre ce qu'il ressent, même si c'est pas dit, c'est plutôt implicite. Mais là justement, on voit qu'il est dérangé par ça, que ça l'embête, mais il essaye de se rassurer en disant qu'après tout, les scientifiques ont raison et qu'il faut faire quelque chose. Et puis là, il essaye un peu de se raisonner en se disant, bon, bah après tout, c'est qu'un chat, si c'est un problème, il faut le résoudre, etc. Donc, va pour le décret qui instaurait la suppression des chats qui n'étaient pas bruns. Donc, il accepte ce qu'on lui impose. Là, on est plus de façon directe dans le sentiment. Mon cœur s'était serré, une façon un peu atténuée de dire qu'il a éprouvé de la tristesse, puis on oublie vite. Donc là encore, toujours, et on retrouve la même construction, avec la première moitié de phrase où il exprime un sentiment, et tout de suite après, il l'atténue, il l'efface, puis on oublie vite. Les chiens, ça m'avait surpris un peu plus. Donc là, il reprend ce qu'on avait vu dans son échange avec Charlie. Mais toujours de la même façon, on va retomber sur... alors là, cette fois, c'est Charlie qui dit que... Enfin, il se rend compte qu'il en a parlé très naturellement et qu'il a déjà accepté.
et il avait sans doute raison. Donc là, une surprise, peut-être même une gêne, mais il atténue cette impression-là. C'est sans doute vrai que les bruns sont plus résistants. Donc toujours pareil, pour les chiens comme pour les chats, il accepte l'argument d'autorité des scientifiques de l'État national. Là, alors j'ai pas mis la même couleur parce que c'est pas vraiment du sentiment, mais presque, on est dedans, mais c'est quelque chose de très important. Il y a quelques autres passages que j'ai mis avec une autre couleur. On n'avait plus grand chose à se dire, on s'était quitté, mais avec une drôle d'impression. Quelque chose justement qu'il n'arrive pas à nommer. Mais il sent quelque chose qui ne va pas, comme si on ne s'était pas tout dit, pas trop à l'aise. Donc un malaise, une drôle d'impression, justement parce que, alors ils ne peuvent pas s'en rendre compte à ce moment-là, mais c'est rétrospectivement quand on a lu, et le lecteur non plus évidemment peut pas s'en rendre compte, mais quand on a lu et qu'on a vu la chute, on reprend cette lecture et on se rend compte que ça fallait peut-être y prêter plus d'attention. Là, c'est vraiment un pressentiment. Et ils se sont pas tout dit, tout simplement parce qu'en fait, ils sont tous les deux gênés par ces lois qui sont en train d'être imposées. Mais comme c'est la loi de l'État national, ils l'acceptent, ils essayent de ne pas faire dans le sentiment, tant pis pour leurs animaux de compagnie, puisque c'est la règle qu'il faut suivre, et ils se disent que c'est mieux comme ça. Mais en fait, ils essayent de s'en convaincre, sans l'être vraiment. Et c'est justement dans ce non-dit que tout se passe. C'est-à-dire que c'est comme ça justement que la dictature se met en place, parce qu'on commence par des petites choses qu'on va accepter petit à petit, et puis à chaque fois on peut du coup rajouter un cran dans les interdictions, dans l'autorité, dans la répression, etc. Et puisque on a commencé à accepter et qu'on est un peu prisonnier de ce mécanisme, et on va le voir au fur et à mesure, on accepte, on finit par tout accepter jusqu'à ce que ce soit trop tard. La page suivante, donc cette fois, c'est quand le narrateur apprend à Charlie que le quotidien est interdit, donc il parle de censure, il en était resté sur le cul. Alors là, c'est pas le narrateur, c'est Charlie, mais c'est quelque chose qui l'étonne vraiment. Et même mécanisme, lui aussi, il va essayer de se dire que après tout, ils l'ont peut-être cherché, à trop jouer avec le feu, tout simplement parce qu'il remettait un petit peu en question cette mesure nationale, ce décret sur l'interdiction des animaux qui n'étaient pas bruns. Et en fait, c'est le principe du journalisme, justement, de se poser des questions, d'enquêter, de vérifier s'ils ont raison, si c'est vrai ou pas. Sauf que là, justement, ils essayent de se rassurer en se mettant du côté de l'autorité, à se dire que puisque ce journal a désobéi, finalement, c'est peut-être bien mérité ce qui lui arrive. Donc, comme tu dis, le journal a fini par se faire interdire. Donc, on a vu qu'il n'y avait plus qu'un seul journal qui était le journal de propagande. Et là encore, quelque chose de très important, et toujours ce même mécanisme, ça me tracassait de devenir un lecteur des Nouvelles Brunes. Pourtant, autour de moi, les clients du bistrot continuaient leur vie comme avant. J'avais sûrement tort de m'inquiéter. Donc une fois encore, il a ce pressentiment, et il fait bien de l'avoir, il a raison. En fait, ce qui le tracasse, ce qui l'embête, c'est pas tellement de changer de journal, mais c'est de pas avoir le choix. Et d'être obligé de s'informer, mais c'est plus vraiment de l'information du coup, par le biais de ce journal de propagande qui forcément va servir l'État brun sans rien remettre en question. Et là encore, il a ce pressentiment, mais il préfère l'étouffer et il voit qu'autour de lui, personne n'a l'air de réagir, donc c'est qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. C'est aussi une façon de se rassurer. Même s'il a ce pressentiment, c'est pas très confortable comme situation, donc il préfère minimiser et se dire que s'il est le seul à s'inquiéter, c'est que peut-être il en fait trop, que finalement c'est pas si grave que ça. Évidemment, ce qu'on va se dire, c'est que peut-être que tout le monde a agi comme ça et a ce pressentiment. Et comme on voit que personne ne réagit, on accepte. C'est justement le principe aussi de la liberté de pensée, d'action, et puis le fait d'être influencé, plus ou moins influencé par le groupe. Assumer une opinion différente, la revendiquer, même sans être dans un état totalitaire, c'est pas toujours simple.
Ça demande d'être assez sûr de soi, d'être courageux. Et encore, là, on n'est pas justement dans un état totalitaire, donc c'est encore bien autre chose. Ce qui peut expliquer ce comportement-là. Là, c'est ce qu'on appelle aussi de la modalisation, c'est-à-dire que c'est pas du tout explicite, mais on voit bien que dans une histoire pas très claire encore, il y a un petit quelque chose de jugement de la part du narrateur. S'il trouve pas ça clair, c'est que ça lui semble suspect, c'est louche. Encore, parce qu'en fait c'était déjà le cas avec l'interdiction des animaux, mais pour autant il va pas creuser plus que ça. Donc encore un pressentiment étouffé. Il va dire, il est vrai que si on lisait bien ce que ces maisons d'édition continuent à être publiées, on relevait le mot chien ou chat au moins une fois par volume et sûrement pas toujours assorti du mot brun. Ce qui est complètement aberrant quand on y réfléchit. C'est-à-dire qu'ils sont sous prétexte que dans des textes édités avant cette loi, on va leur reprocher de ne pas avoir accolé l'adjectif brun quand ils parlent de chien ou chat, alors que c'est maintenant les seuls autorisés. C'est un abus de pouvoir, ça semble complètement aberrant, et pourtant c'est le système qui l'aurait imposé. Et là encore, pourtant il a l'air intelligent ce narrateur, mais on voit bien justement que même s'il ne trouve pas ça très net, il va étouffer ce pressentiment. Elle devait bien le savoir tout de même, c'est-à-dire que oui, c'était cette loi, les maisons d'édition n'auraient pas dû désobéir, et pourtant là on parle de textes alors qui sont publiés à ce moment-là, mais on parle juste de mots, hein, c'est même pas le fait de posséder un chien ou un chat qui serait pas brun, c'est juste le fait d'en parler sans accoler l'adjectif brun. Donc il y a une étape supplémentaire qui est franchie dans l'autoritarisme, dans la censure. Faut pas pousser, disait Charlie, etc. Alors, dans les pages suivantes, justement, Charlie qui est en train de s'exprimer, je reprends le texte, hein, tu comprends, la nation n'a rien à y gagner, à accepter qu'on détourne la loi et à jouer au chat et à la souris. Brune, a-t-il rajouté, il avait rajouté en regardant autour de lui. Souris brune, au cas où on aurait surpris notre conversation. Et là, encore un passage hyper important, puisque on se rend compte qu'il y a une étape supplémentaire qui est franchie, puisqu'ils ont peur d'être surveillés, et ils se rendent compte que rien que dans l'utilisation des mots, ça peut leur être reproché, et s'ils ont peur comme ça, c'est qu'ils ne savent pas bien exactement ce qu'on pourrait leur faire. Donc là, on est vraiment dans un état d'autorité et de censure et d'autoritarisme même, on pourrait dire, hein, c'est-à-dire c'est un abus d'autorité. Par mesure de précaution, donc qui sont prudents, hein, on avait pris l'habitude de rajouter brun ou brune à la fin des phrases ou après les mots. Donc on voit bien que c'est pas clairement interdit, mais pour autant ils sont pas rassurés. C'est un régime de terreur hein, qui est en train de s'installer. Donc on parle justement d'autoritarisme, de violence. Et puis on voit bien que petit à petit tout le monde en prend l'habitude. Hein, au début, demander un pastis brun, ça nous avait fait drôle. Puis après tout, le langage s'est fait pour évoluer. Là encore, toujours le même mécanisme, un pressentiment, quelque chose qui dérange, mais tout de suite, on l'étouffe. On se dit que après tout, ça n'est que des mots, ce ne sont que des mots, et qu'il n'y a rien de très important. Et pourtant, c'est justement là que c'est le plus important, puisqu'à partir du moment où on va avoir de la censure, où on contrôle ce que les gens pensent, ce qu'ils peuvent dire, ce qu'ils peuvent écrire, on est dans un état totalitaire, clairement. Et justement, c'est là ce qui transparaît à travers cette phrase, hein, au moins on était bien vu et on était tranquille, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont peur de ce qui pourrait leur arriver s'ils désobéissaient un tant soit peu à cette loi qui est en train, à ce régime de terreur, d'autorité qui est en train de s'installer. En plus, voilà, ils ont touché un petit tiercé, ça nous avait aidé à accepter les tracas des nouvelles réglementations. Donc là, ils parlent de tracas, ça veut bien dire que c'est pas si facile que ça à accepter, qu'il y a quelque chose qui les inquiète, qui les dérange. Pour autant, ils l'étouffent une fois encore.
Là, c'est le moment où ils vont tous les deux reprendre un animal de compagnie, Brun bien évidemment, et justement, Charlie justifie ce qu'on lui a imposé et presque légitime en quelque sorte l'exécution de son premier chien. Tu vois, finalement, il est plus affectueux que l'autre et il m'obéit au doigt et à l'œil. Alors, évidemment que cet exemple, il n'est pas pris au hasard. Donc, il est plus affectueux, c'est une chose. Il m'obéit au doigt et à l'œil, et bien justement parce qu'il est brun, parce qu'il est réglo avec cet état totalitaire, qu'il est autorisé, et donc qu'il est obéissant. Et là, on parle justement de ce qu'on attend d'un peuple dans une dictature, c'est-à-dire d'être obéissant, d'être docile et de ne jamais remettre en question quelque ordre que ce soit. Donc il dit, fallait pas que j'en fasse un drame du labrador noir. Donc même entre eux, ils finissent par se convaincre que en fait c'est mieux pour eux ce qu'on est en train de leur imposer. On passe à la suite et on voit que on franchit encore un cap. Donc justement, on se sentait en sécurité, tout simplement parce qu'ils ont des animaux de la bonne couleur. Donc ils se sont débarrassés de ceux qu'ils avaient avant, ils en ont repris, mais conformes à la réglementation qu'on leur impose, et donc ils se sentent en sécurité. Est-ce que ça voulait dire qu'avant, avec des animaux d'une autre couleur, ils étaient en danger ? Bien sûr que non. En fait, ils sont en sécurité, et c'est là justement le mécanisme de la dictature aussi. Ils se sentent en sécurité, mais en fait, ce qui leur fait peur, c'est la dictature elle-même. Donc, en fait, d'obéir à cet état totalitaire, c'est ce qui permet d'atténuer la crainte, la peur qu'elle a elle-même créée. Donc, on est complètement sous l'emprise de cette violence. C'est ce mécanisme-là qu'on est en train de démontrer dans cette lecture. C'est-à-dire que ils ont peur par rapport à de pas être en fait de pas obéir, de pas être en adéquation avec les lois et toutes les interdictions qui sont imposées par cet état totalitaire. Et donc, de s'y conformer, ça les rassure en quelque sorte par rapport à la peur que l'état totalitaire a lui-même créé. Donc, c'est un cercle vicieux. Ils finissent même par dire, donc comme si de faire tout simplement ce qui allait dans le bon sens dans la cité nous rassurait et nous simplifiait la vie. Alors c'est sûr que ça va lui paraître plus simple dans un premier temps puisqu'il obéit. La sécurité brune, ça pouvait avoir du bon. Donc il s'auto-convainc, alors en tout cas il essaye de se convaincre qu'il a raison d'être obéissant, d'être docile, d'agir comme ça, et que en fait c'est pour leur bien. Et pour autant, il y a quand même encore des choses qui le tracassent. Un petit peu plus tôt, il a vu un petit garçon qui pleurait parce que son chien blanc avait été exécuté. Évidemment que ça serre le cœur, cette image-là. Bien sûr, je pensais au petit garçon que j'avais croisé. Et là encore, il y a quelque chose qui le dérange. Il se rend compte que c'est pas légitime, que c'est pas normal. Mais plutôt que de réagir à tout ça, et bien encore une fois, il va étouffer cette impression. Après tout, s'il écoutait bien ce qu'on lui disait, les chiens n'étaient pas interdits, il n'avait qu'à en chercher un brun. Donc même vis-à-vis de ce petit garçon, il va se ranger du côté des plus forts plutôt que de réconforter ce petit garçon. Au contraire, il va l'accuser en même temps que les autres. Et comme nous, il se sentirait en règle et oublierait vite l'ancien. Donc là, on voit que ce petit garçon qui lui a du mal à accepter la mort de son chien, sans raison valable, en fait c'est lui qui a raison. C'est lui qui est dans un sentiment légitime et qui l'assume, et les autres, les adultes, n'osent plus faire ça. Au contraire même, ils vont l'accuser justement parce que lui n'obéit pas. Et on va voir évidemment que ça va se retourner contre eux. Incroyable. Moi qui me croyais en paix, évidemment, puisqu'il a obéi à toutes les règles qu'on lui a imposées, il va quand même être en danger. Puisque Charlie a été arrêté. Là, alors je l'ai pas complètement souligné, on en a parlé la dernière fois, c'est
le moment où vraiment on a visuellement des scènes de films qui vont vous raconter ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant l'occupation, avec la délation des voisins, hein, ce qu'on va avoir justement ici. Ça, c'est pas difficile à savoir, il suffit de demander aux voisins. Et puis, dans les escaliers, le fait de faire semblant d'aller ailleurs, de vouloir se cacher, là vraiment, le parallèle est trop énorme pour qu'il soit pas fait exprès. Donc, bien évidemment que c'est une référence explicite à des scènes de vie sous l'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour échapper aux rafles, etc., on fait semblant en fait d'habiter ailleurs ou d'aller voir quelqu'un d'autre. J'ai pressé le pas, donc c'est bien parce qu'il n'est pas tranquille, hein, donc là c'est pas un sentiment directement, mais en fait c'est la conséquence d'un sentiment. Une coulée de sueur trempait ma chemise, et là clairement c'est parce qu'il a peur. Et il a peur parce qu'il se rend compte que bien qu'il ait obéi à toutes les règles qu'on lui imposait, eh ben il se retrouve malgré tout en désobéissance en quelque sorte, ou en tout cas il peut être la cible d'une rafle d'un moment à l'autre, puisque finalement la loi est rétroactive, et si avant on a eu un animal qui n'était pas brun, eh ben on peut être arrêté. Ce qui est son cas, ce qui était le cas de Charlie qui vient d'être arrêté, et ce qui est son cas. On arrive aux dernières pages, hein, donc avant ça alors je n'y aurais jamais pensé. Avec ici la tournure exclamative, l'insistance sur le avant, qui montre quand même que c'est un cran supplémentaire et que ça commence à le faire réagir parce qu'il ne pensait pas que ça puisse aller aussi loin. Évidemment, il essayait de se rassurer sans arrêt, d'étouffer ses pressentiments. Le moment où effectivement ça arrive et où ça semble être aller trop loin, et bien sûr que c'est trop tard puisque tout est déjà en place. Et c'est ce qu'on va avoir dans la dernière page. Là, ils exagèrent. C'est de la folie. Et moi qui me croyais tranquille pour un bout de temps avec mon chat brun. Donc là, ils exagèrent, c'est de la folie. Il y a une sorte un petit peu de mini-révolte, quelque chose où vraiment on se dit non, ça va trop loin, je peux pas accepter ça. Sauf que c'est parce que ça le concerne lui directement et qu'il était persuadé d'avoir fait tout ce qu'il fallait pour être en ordre et pour être en sécurité. Et il se rend compte que même en étant docile et en obéissant, ça ne suffit pas. C'est ça, au final, qui le fait réagir. Je n'ai pas dormi de la nuit, donc évidemment, il a peur. Et là, on va avoir cette révolte, mais qui arrive trop tard. J'aurais dû me méfier des bruns dès qu'ils nous ont imposé leur première loi sur les animaux. Ici, c'est le temps qui va être très très important, puisqu'on a un conditionnel passé, ce qui sous-entend dans un système hypothétique que c'est trop tard. Ça ne peut pas, on ne peut pas revenir en arrière, ça ne peut pas être changé. Et donc, c'est qu'il a réagi, il n'a pas réagi en temps voulu et que maintenant il est prisonnier de cette dictature qui s'est imposée. Et évidemment, alors le narrateur est dans ce cas-là, mais comme le peuple tout entier. Donc c'est vraiment, ce texte, il permet de démontrer la mise en place d'un État totalitaire et le fait justement que quand on le subit, on en est prisonnier et on ne réagit pas de cette façon, enfin on n'en réagit pas comme on penserait devoir le faire. J'aurais dû me méfier des bruns dès qu'ils nous ont imposé leur première loi sur les animaux. Après tout, il était à moi, mon chat, comme son chien pour Charlie. On aurait dû dire non, donc là encore, conditionnel passé, donc c'est trop tard. Résister davantage. Évidemment, là, encore une fois, référence à la Seconde Guerre mondiale et à la résistance. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est pas si facile que ça. Et évidemment que si on se met à la place d'un peuple qui subit tout ça, de loin et dans notre position très confortable, on peut se dire mais ils auraient dû se révolter, etc. On se rend bien compte avec ce texte que en fait ça s'installe petit à petit, que c'est insidieux et que une fois que les choses nous semblent vraiment inacceptables, c'est trop tard pour résister, pour se révolter, puisque la dictature est installée avec les violences, l'autorité que ça suppose. Et bien sûr que cette révolte, pour la première loi sur les chats bruns, elle ne semble pas légitime
au personnage, puisqu'il se dit, après tout, c'est quand même pas si grave. Donc là, c'est vraiment où est-ce qu'on place le curseur. Est-ce que qu'est-ce qu'on peut accepter? Là, on a vu l'importance de l'argument d'autorité, c'est les scientifiques qui expliquent, etc., etc. On voit que par la suite, à partir du moment où la terreur est installée et où le peuple est docile, ils ne prennent plus la peine de justifier quoi que ce soit. Ils imposent des lois, si on y désobéit, on est raflé, on ne sait pas où on est emmené, etc. Et à partir du moment où le peuple a peur, on peut en faire ce qu'on veut. Il a peur et il ne peut plus rien dire, donc on peut le manipuler comme on le souhaite. Et il le dit lui-même, résister davantage, mais comment? Ça va si vite. Alors évidemment, après, il cherche des explications, il se rend compte que les autres n'ont pas réagi plus que lui, mais c'est bien justement le principe de la dictature. Et c'est pour ça que ça se met en place de cette façon-là. Le dernier paragraphe, la chute, qui justement montre que c'est son tour d'être arrêté. On frappe à la porte. Sitôt le matin, ça n'arrive jamais. J'ai peur. Et là, pour le coup, explicitement, cette fois, il exprime ce sentiment. Le jour n'est pas encore levé, il fait brun dehors, mais arrêtez de taper si fort, j'arrive. Évidemment que il tape à la porte, mais taper si fort, c'est aussi symbolique de cet état autoritaire qui se met en place. Donc cette chute, alors elle justifie le titre, c'est un peu, ça ferme le cercle en quelque sorte, c'est la boucle des premiers mots du titre au dernier mot du texte, où on comprend justement la mise en place de cet état totalitaire. Alors, ce qu'on a vu ici, c'est justement la façon dont ce récit, parce que c'est bien là justement ce sur quoi on travaille, c'est que c'est un récit, c'est un apologue. C'est-à-dire que évidemment c'est un narratif, mais c'est de l'argumentation indirecte. Donc on passe par une histoire, par un récit, pour dénoncer le mécanisme de la dictature. Il est évident que si on avait eu un discours direct, avec des arguments, avec une sorte de leçon donnée, ça aurait eu beaucoup moins de portée. Là, ce qui fait que le lecteur réfléchit, c'est il suit cette histoire en même temps que le personnage, que le narrateur, et qu'il est aussi, lui, prisonnier en quelque sorte de ce mécanisme totalitaire. C'est-à-dire que nous non plus, à la première lecture, on n'a pas réagi si vite que ça. Et donc, on est avec la focalisation interne à la place du personnage, ce qui fait qu'on vit les choses de la même façon que lui. Donc voilà pour cette explication, cette dernière explication sur Matin Brun. Alors je vous le disais, on va du coup avoir des choses à noter. C'est bien l'étude d'un apologue. Alors tout ce que vous avez fait jusqu'ici, tout ce que je vous ai distribué, vous le gardez bien évidemment, vous le mettez avec cette séance 4. Donc il s'agit bien d'un apologue, donc un récit par lequel on passe pour dénoncer quelque chose, et donc c'est de l'argumentation indirecte, dans lequel Pavlov démonte les rouages d'un état totalitaire, d'une dictature. C'est-à-dire les rouages, c'est toutes les différentes parties d'un mécanisme, ce qui fait que ça va se mettre en place de façon presque automatique et que ça va fonctionner une chose en entraînant une autre. Matin Brun, par le récit détaillé de la mise en place d'une répression brune, dénonce la docilité des consciences, le fait d'être obéissant, le manque de résistance des gens qui sont entretenus dans la peur. Alors ce que ça dénonce, c'est pas l'absence de révolte, mais c'est le mécanisme par lequel on empêche les gens de se révolter. Cet apologue cherche justement à démontrer le mécanisme, la mise en place progressive d'un État totalitaire. Donc les arguments de propagande sont dénoncés les uns après les autres dans le texte. Pour ça, c'est la fiche sur laquelle on a travaillé, que je vous ai donnée la dernière fois. Et après ça, alors vous prenez le temps de le noter, vous mettez pause, et puis on met la synthèse là-dessus. Les arguments utilisés par l'État Brun sont montrés par l'auteur comme une suite logique et implacable. Frank Pavlov dénonce, grâce au point de vue interne du narrateur, la manipulation d'une dictature, la manipulation sur le peuple.
Cette argumentation indirecte est d'autant plus efficace qu'elle place le lecteur dans la situation du personnage qui découvre et justifie lui-même les interdictions décrétées petit à petit par les autorités. On comprend ainsi le mécanisme progressif d'une dictature, donc c'est ce que je viens de vous expliquer. Cette dénonciation est bien plus efficace qu'un discours, dans une argumentation directe, puisque c'est le lecteur qui va analyser la situation et en tirer ses propres conclusions, et non pas comme si on lui donnait une leçon. C'est le principe de l'apologue. Donc voilà pour terminer sur cette séquence-là. Alors je remonte pour que vous ayez le temps de noter ce premier paragraphe, puis la fin. Il y aurait énormément de choses à dire là-dessus. Alors je vais vous mettre le lien dans le cahier de texte d'un petit film d'animation qui est une adaptation de ce texte-là. Alors la qualité est pas extra, mais je n'ai pas trouvé mieux en accès direct, qui s'appelle Un beau matin, et c'est justement une adaptation en dessin animé de ce texte-là. Donc si vous avez un petit peu de temps, c'est un très court métrage, hein, donc vous pouvez le regarder pour voir un petit peu comment on peut raconter cette histoire-là par l'image. Donc voilà pour ce dernier cours. Donc la semaine prochaine, vous serez en présentiel au collège. Alors, a priori, c'est pas moi qui vais vous faire cours de français puisque ça a été réparti par niveau et donc vous aurez cours avec ma collègue. Ce qui ne va pas changer grand-chose pour le contenu, hein, mais en revanche, ça veut dire que je ne vous reverrai pas, en tout cas directement, mais évidemment qu'on va se recroiser. Donc, je vous souhaiterais de vive voix plein de bonnes choses pour la suite. Et on se voit du coup la semaine prochaine, en attendant les résultats de cette année-là. On a dû vous le dire, on a parlé en conseil de classe. Si on ne peut pas se réunir, mais bon, ça a l'air quand même de se détendre, donc on pourra peut-être se revoir en fin d'année au moment de la remise officielle du brevet, on pourrait dire. Mais quoi qu'il en soit, vous serez invités au moment de la remise du diplôme. Et donc on se reverra à ce moment-là, c'est-à-dire au mois d'octobre, juste avant les vacances de la Toussaint. Pour le moment, je vous souhaite un très bon week-end et puis on se croisera la semaine prochaine. Bonne fin de journée!